Bonsoir à vous tous. Merci au professeur Louis Offard de la clinique Monticelli à Marseille de bien vouloir se joindre à nous ce soir à l'occasion de cette présentation qui va porter sur la biomécanique de la cornée. À l'issue de cette présentation, il vous sera possible de poser des questions directement au professeur et pour cela, je vous invite à nous les adresser dans la boîte de dialogue à droite de votre écran. Professeur, la parole est à vous. Merci Frédéric, merci à toute l'équipe d'Oculus et des Métropes pour cette invitation, pour me permettre d'aborder ce sujet passionnant qui est la biomécanique cornéenne. Voilà, a priori tout marche, on passe en plein écran, C'est voir, visible. voilà, parfait, tout est comme il faut. Donc effectivement, on a ce nouveau monde de la biomécanique cornéenne et surtout, la grande nouveauté, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est ça, surtout l'évolution, grâce au progrès de la technologie et à la capacité notamment d'Oculus d'avoir mis dans une petite boîte un instrument aussi sophistiqué qui nous permet d'évaluer ces paramètres jusqu'ici inaccessibles ou alors généralement essentiellement relevant de la recherche. Donc la biomécanique cornéenne, ça a été décrit principalement par Cynthia Roberts, qui est, nous l'oublions pas, une des pionnières de la chirurgie réfractive, avec la description des algorithmes de traitement par les lasers en chirurgie réfractive dans les années 90. Et toujours dans ce domaine de la chirurgie réfractive, elle a ensuite beaucoup travaillé sur le bilan préopératoire de la chirurgie réfractive, et notamment la détection du kératocone, notamment du kératocone infraclinique. Donc elle a écrit de nombreux ouvrages, hein, dont ce livre que vous voyez en haut à gauche de votre écran, hein, Biomechanics of the Eye, qui décrit ces principes d'exploration de la biomécanique cornéenne. Et la biomécanique cornéenne, ça s'explore comment? C'est à peu près toujours le même postulat de base, c'est qu'on va étudier la déformation de la cornée sous un effort. Généralement, le plus simple, c'est la déformation par un jet d'air de la cornée. Et en fonction de la déformation, on va en déduire, en mesurer différents paramètres, tels que notamment ce qu'on appelle l'hystérésis cornéen. L'hystérésis cornéen, c'est l'énergie nécessaire pour aplatir une cornée sous un effort, donc comme on disait un jet d'air. Et la caractéristique, c'est que la cornée, elle va s'aplatir une première fois, puis ensuite devenir concave, et enfin, un peu comme un ressort, se détendre à nouveau, se réaplanir une deuxième fois. Donc ces deux pics correspondent ici à l'aplanissement de la cornée, donc la première aplanation, la deuxième aplanation à la sortie de l'effort, de la contrainte qui est appliquée. Et surtout, la différence entre ces deux pics va correspondre à l'énergie qui a été emmagasinée dans le tissu cornéen, un tissu très particulier avec des caractéristiques de viscosité, d'élasticité qui lui sont propres. Et en fonction de l'énergie emmagasinée au cours d'une contrainte, d'un effort, en fonction de ces niveaux d'énergie, on va pouvoir en déduire des caractéristiques de rigidité, d'élasticité, de viscosité du tissu cornéen. Et bien sûr, cela va permettre de pouvoir classer les individus dans le normal ou le pathologique. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce sont des données qui vont être très complémentaires de la topographie cornéenne, qui était jusqu'à très récemment les seuls paramètres qui permettent d'apprécier la présence ou pas d'une anomalie cornéenne. Donc là, on a des données quantitatives qui sont beaucoup plus fines que la topographie cornéenne et qui, en tout cas, se complètent parfaitement bien pour, bien sûr, l'objectif euh, rêvé, c'est de pouvoir dépister les anomalies cornéennes avant d'opérer les patients et avec une sensibilité, une précision beaucoup plus importante que la topographie cornéenne. En pratique, comment ça se passe? Quel est cet appareil, hein, donc ce Corvis ST, hein, cet appareil qui nous permet d'étudier la biomécanique cornéenne, ben c'est tout simplement un tonomètre en fait. Hein. C'est un tonomètre qui fonctionne comme tous les tonomètres avec un jet d'air qui va permettre de déformer la cornée, mais la différence c'est que ce tonomètre il est associé à une caméra à haute vitesse, plusieurs milliers de clichés réalisés par seconde, et l'analyse de la déformation de la cornée par cette caméra à haute fréquence va permettre d'analyser son comportement, sa déformation, et donc les paramètres biomécaniques. Qu'on voit sur l'écran, ici c'est l'écran de capture du Corvis, hein, donc on observe les paramètres habituels, la pression intraoculaire comme tout tonomètre, la pachymétrie et l'imagerie à haute vitesse de la cornée.
De manière plus précise, hein, donc c'est un dispositif, on l'a dit, tonomètre sans contact, que nous connaissons tous, associé à une caméra Scheimpflug à haute vitesse. Hein, donc Scheimpflug, ça doit vous parler, hein, notamment de la technologie qui est déjà embarquée sur le Pentacam. Donc c'est le même type de caméra, c'est-à-dire c'est une caméra avec une grande profondeur de champ, à haute vitesse, vous voyez, plus de 4300 images par seconde. Ça émet dans la lumière bleue, comme le Pentacam, mais c'est une lumière qui est totalement dépourvue d'UV, hein, donc en termes d'innocuité, il n'y a pas de question particulière à se poser. Et ça va réaliser une coupe horizontale de 8 mm de longueur de la cornée, et la capture va se faire en 31 millisecondes, ce qui va permettre de recueillir 140 images de la cornée, comme vous voyez sur le film qui se trouve en bas de l'écran, où on va étudier donc cette première aplanation, la concavité maximale de la cornée, la déformation maximale de la cornée, et le retour à l'état initial qui passe par une nouvelle phase d'aplanation. Voilà ces différentes phases, hein. Donc l'état initial de la cornée, la première phase d'aplanation sous l'effet du GLR, la concavité maximale, qui bien sûr va dépendre notamment de l'élasticité, de la rigidité du tissu cornéen, et la deuxième phase d'aplanation à la sortie de la contrainte vers le retour à l'état initial. Comme je vous disais, ça correspond notamment à ces deux pics, hein, qui correspondent en fait à la réflexion de la lumière infrarouge qui est projetée à la surface de la cornée, et donc bien sûr l'angle d'inclinaison de la cornée va permettre une réflexion plus ou moins importante de lumière, ce qui se traduit par ces deux pics. Premier pic d'aplanation, deuxième pic d'aplanation, et la différence entre ces deux pics, c'est l'hystérésis, et donc comment dire, la force du ressort du tissu cornéen, pour simplifier. Voici l'interface du Corvis, donc où vous retrouvez ces quatre phases, hein, la phase initiale, la première aplanation, la concavité maximale et la deuxième aplanation, des valeurs quantitatives qui sont analysées directement par l'appareil, l'amplitude de déformation, la longueur de l'aplanation, la vélocité à laquelle se fait la déformation, différents rayons hein, mesurés au niveau de la concavité maximale, et l'ensemble de ces paramètres vont ensuite être compilés, analysés pour vous donner un indice qui va permettre d'apprécier les caractéristiques biomécaniques de la cornée. Bien sûr, ça a l'air un petit peu aride comme ça. Vous allez voir qu'ensuite, il y a des outils qui vont vous simplifier la vie pour analyser le résultat biomécanique de votre cornée. Vu que c'est un tonomètre, ça vous donne bien sûr la pression intraculaire et une mesure de la pachymétrie. Comment se simplifier la vie? Donc ça n'a pas l'air forcément évident quand on regarde cet écran, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qui se passe en bas à droite. C'est ce qu'on appelle le Corneal Biomechanical Index, ou CBI. Cet index, comme beaucoup d'index ou d'indices en topographie cornéenne notamment, c'est la compilation de plusieurs valeurs quantitatives. Et on retrouve, comme sur l'écran précédent, certains paramètres, hein, tels que l'amplitude de déformation, les rayons d'amplitude de déformation, le ratio d'amplitude de déformation, la vélocité cornéenne ou la concavité maximale. Ici, vous avez des courbes avec les écarts types par rapport à une population générale, la position de votre patient, hein, qui correspond à la courbe rouge, et différents indices en bas d'écran qui vont être compilés dans ce qu'on appelle le CBI. Le CBI, c'est vraiment ce chiffre qui va vous donner la valeur biomécanique de votre cornée. Et vous voyez, on peut simplifier grandement les choses, simplement la lecture du CBI, de ce Corneal Biomechanical Index, avec une répartition de la population avec des valeurs numériques quantitatives. Hein. En dessous de 0,2, pour un CBI inférieur à 0,2, on est dans la normale. Entre 0 et 0,2, on est dans le R, on a une rigidité cornéenne, une biomécanique cornéenne qui est normale. Comme toutes les valeurs biologiques, il y a une certaine part d'incertitude, une phase de transition entre 0,2 et 0,8, où on peut avoir une cornée avec une biomécanique avec une variante de certains degrés de variation par rapport à la normale, mais on est toujours dans des paramètres normaux, voire subnormaux. Et puis un seuil qui a été fixé à 0,8, où là on est dans le pathologique, avec une cornée clairement insuffisamment rigide, et c'est généralement là où on va trouver les patients avec des kératocones. La problématique, c'est toujours cette zone grise, hein, cette zone de transition entre le normal et le pathologique, c'est là où on va trouver les patients soit normaux, soit avec des prédispositions à avoir des anomalies cornéennes telles que des kératocones infracliniques.
Donc l'intérêt, ça va être d'associer cet indice de biomécanique cornéenne à d'autres valeurs que l'on connaît déjà pour arriver à augmenter la sensibilité du diagnostic et à dépister bien sûr les patients avec des kératocones infracliniques de la manière la plus efficace possible. Et qu'ont montré les études sur le CBI, c'est que le CBI permet, donc sur plusieurs centaines d'yeux, de détecter, avec un seuil qui a été fixé à 0,6 dans cette étude, plus de 98% des patients sont correctement classifiés. C'est-à-dire ça va permettre de séparer le normal du pathologique, et surtout du pathologique infraclinique, c'est-à-dire le kératocone fruste, le kératocone infraclinique, avec une sensibilité de 98%, ce qui est absolument excellent en termes de capacité de cet indice, de ce test, à différencier les sujets normaux des sujets pathologiques, qui bien sûr il faudrait par exemple récuser lors d'un bilan de chirurgie réfractive. Donc un indice très intéressant, avec une excellente sensibilité. Néanmoins, l'idée c'est d'aller encore plus loin, d'approcher le Graal d'une sensibilité maximale, la plus proche possible de 100%. D'où l'intérêt de confronter ces valeurs biomécaniques, ces données biomécaniques, à des données que l'on connaît déjà, notamment les données topographiques, et d'où l'intérêt d'utiliser un topic, une thématique qui se développe beaucoup depuis ces dernières années, qui est l'intelligence artificielle, qui va permettre, grâce à l'apprentissage, notamment des ordinateurs, ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire à partir de certaines bases de données, d'apprendre à une intelligence artificielle, à un ordinateur, à différencier automatiquement le normal du pathologique, d'acquérir l'expertise du clinicien, mais en l'automatisant. Donc l'intérêt, c'est de faire travailler des ordinateurs, des logiciels sur des bases de données de kératocones. Et Oculus donc, a travaillé avec la base de données la plus importante disponible dans le monde en termes de données sur des kératocones, avec plus de 500 kératocones frustres, plus de 1600 kératocones bilatérales, et une base de données de 2000 patients normaux. Pour arriver à ces chiffres, ça veut dire qu'il a fallu, étant donné la fréquence du kératocone, screener, analyser à peu près plus de 3 millions de patients pour arriver à constituer cette base de données, ce qui est absolument énorme. Et grâce à ce machine learning, cette technique d'intelligence artificielle, on va pouvoir coupler les informations issues du corvis, de la biomécanique, à la topographie cornéenne, et bien sûr, l'idée c'est d'associer le corvis aux données issues du Pentacam, comme je vous le rappelle, une technologie Scheimpflug, une topographie d'élévation en technologie Scheimpflug, qui comportait déjà des indices de détection du kératocone, tels que l'analyse de Belin-Ambrosio. Donc l'idée c'est de coupler ces deux informations dans le même logiciel, et d'arriver à augmenter encore la sensibilité des tests que nous utilisions jusqu'à maintenant. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce logiciel, que vous avez sous les yeux, ce qu'on appelle le Tomographic Biomechanical Index, ou TBI, qui va associer le CBI. Ici, vous retrouvez l'analyse biomécanique avec l'image de la déformation cornéenne, la répartition du patient par rapport à une population de patients kératoconiques ou une population de patients normaux, toujours sur les mêmes paramètres qu'on voyait tout à l'heure, les indices qu'on envoyait sur l'écran de calcul du CBI. Tous ces indices combinés vous donnent le CBI, et comme je vous le rappelle, je vous l'ai expliqué précédemment, entre 0 et 0,2, 0,2 est le seuil qui a été fixé dans le CBI à 0,5 pour séparer avec le meilleur, on va dire le meilleur seuil de sensibilité statistique et diagnostique entre le normal et le pathologique. Le BAD D, ou l'analyse de Belin-Ambrosio, que l'on connaît bien déjà dans le Pentacam, donc ça c'était quelque chose qui est disponible, la nouveauté, c'est qu'on va associer les données de la biomécanique aux données issues de la topographie pour les combiner dans cet indice qu'on appelle le TBI, qui va vous donner des informations donc couplées de biomécanique et de topographie, et c'est ce qu'il y a de plus raffiné à l'heure actuelle en termes d'analyse cornéenne. On analyse aussi bien la forme que les caractéristiques intrinsèques du tissu, ce qui va vous permettre de classer votre patient de manière très efficace. Donc là, bien entendu, l'image topographique met en évidence un kératocone, il n'y a pas véritablement de discussion, avec un BAD-D qui était déjà très mauvais, vous voyez dans le rouge ici à 6,38,
Le CBI, ça c'est la nouveauté, hein, c'est tout à fait corrélé donc avec l'image topographique. On a une mauvaise rigidité cornéenne, on a une altération biomécanique de la cornée, et quand on combine les deux, bien entendu, le TBI est très mauvais au niveau de 1, donc bien sûr on est clairement dans le pathologique. Donc là, ce cas, il est caricatural, mais on va voir que ça va nous aider sur des cas beaucoup plus fins. C'est ça, surtout ça l'intérêt. Donc comme le CBI, le TBI, on peut classer les individus, de 0 à 0,35, c'est tout à fait normal. Si c'est un patient qui est candidat à une chirurgie réfractive, on peut lui proposer toutes les techniques, hein, les techniques de surface, ou les techniques incisionnelles, comme le LASIK par exemple, ou le SMILE. Euh, une certaine zone d'incertitude entre 0,35 et 0,75, où on a soit une altération biomécanique de la cornée, soit une anomalie topographique, et les deux combinés font que le patient va se retrouver dans cette zone de transition. Et là, peut-être, on va plutôt réfléchir à proposer au patient une technique de chirurgie réfractive qui n'altère pas plus encore sa biomécanique cornéenne, telle que la photokératectomie réfractive. Et bien sûr, lorsqu'on est dans le rouge, au-delà de 0,75, non, a priori, pas de chirurgie réfractive indiquée, et tout au moins un suivi, surtout si le patient présente des anomalies cornéennes débutantes ou fines, parce que là, c'est dans cette classe-là, on va retrouver les patients qui peuvent en tout cas développer un kératocone et qui nécessitent un suivi pour une intervention thérapeutique telle qu'un cross-linking si nécessaire. Et on voit donc la sensibilité des différents tests, hein, avec la fameuse R sous la courbe, c'est-à-dire plus l'air sous la courbe est important, plus la surface est grande, plus le test a une meilleure sensibilité. Et ici, on retrouve le CBI, le Cornell Biomechanical Index, qui dans cette étude avait une sensibilité de 86%. Le test de Belin-Ambrosio, sensibilité supérieure de 80, pratiquement 95%. Et quand on combine les deux, on est à plus de 98%, pratiquement 99%. Ici, une autre étude qui montrait le même intérêt de l'association de ces différents indices, hein, du CBI ou du Belin-Ambrosio, pour arriver à une sensibilité très 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 proche de 100% dans les études. Donc clairement, une supériorité statistique par rapport aux tests utilisés de manière usuelle, aux tests topographiques, aux indices topographiques isolés. L'intérêt clinique, c'est quoi? C'est bien sûr de mettre en évidence des kératocones avant même qu'ils se manifestent sur le plan topographique. Donc ça, c'était une des premières publications de Renato Ambrosio, qui est un des key leaders à l'origine du développement de ces différents logiciels, qui présentait ce test, vous voyez, ce cas, déjà en 2010, avec la topographie d'un patient qui avait un kératocone unilatéral, hein, donc bien évidemment là c'est tout à fait caractéristique. L'œil droit, l'œil sain, ne présentait pas d'anomalie cornéenne particulière. Le même patient, hein, avec l'œil droit, qui a une topographie d'élévation, présente tout de même un discret astigmatisme irrégulier, bon, qui peut attirer l'attention, mais néanmoins, une carte pachymétrique tout à fait normale et la topographie d'élévation sans particularité. Et lorsque l'on ajoute la notion biomécanique à l'analyse topographique, c'est-à-dire on va utiliser le CBI et encore mieux le TBI pour retrouver la topographie du patient, ici l'analyse biomécanique, et vous voyez que pris séparément, ces deux facteurs, ces deux indices ne sont pas si mauvais. Hein. Regardez le CBI, on est à la limite de la zone de normalité, aux alentours de 0,2 certainement. Le Belin-Ambrosio, il n'est pas mauvais non plus, hein, et là aussi, il est à la limite entre la normalité et cette zone d'incertitude, mais par contre, lorsqu'on couple les deux, là, on obtient un TBI franchement pathologique qui vous permet de redresser le diagnostic et de bien confirmer que ce patient qui, sur l'œil contralatéral, a un véritable kératocone, a bien un kératocone également sur l'œil qui, topographiquement, est normal. Donc on comprend tout de suite l'intérêt de l'association des deux technologies pour dépister des patients qui pourraient passer au travers des mailles des différents indices séparément. Donc d'où l'intérêt d'associer ces deux technologies. Alors quelques exemples d'analyse topographique et biomécanique. Ici un patient avec une topographie d'élévation potacam relativement satisfaisante, hein, un astigmatisme inverse, régulier, orthogonal, pas de question particulière, une pachymétrie, une carte pachymétrique, vous voyez, qui est là aussi normale, hein, avec un point le plus fin à 502 microns. Le point n'est pas particulièrement déporté en temporal inférieur, donc là, on est assez rassuré. Néanmoins, lorsqu'on utilise le Corvis et le TBI, donc on retrouve
la topographie de notre patient, qui est plutôt bien classée dans le BAD de Bellambrosio. Et par contre, le Corvis, l'analyse biomécanique, elle est franchement pathologique. Et bien sûr, ce qui en résulte, le TBI, l'association des deux, est aussi franchement pathologique. Et là, ça allume une petite lumière dans votre esprit, c'est-à-dire, attention, peut-être que ce patient, il faut se méfier. Hein, si on veut réaliser une chirurgie de type LASIK, notamment, il y a peut-être quelque chose de pas normal. Mais il suffit de regarder l'autre côté. Hein. Donc là, on se retrouve dans le même cas que celui rapporté par Anatole Ambrosio il y a plus d'une dizaine d'années. De l'autre côté, sur les contralatérales, il y a un kératocone, hein, il n'y a pas de discussion non plus, avec un mouvement temporal inférieur, une pachymétrie à 488 microns, et bien évidemment une analyse biomécanique, un TBI qui était franchement pathologique. Donc on voit qu'effectivement, ce sont des cas auxquels on peut être confronté. Alors par chance, il y a un kératocone contralatéral, mais on peut avoir un kératocone frustre, ou en tout cas une franche altération biomécanique cornéenne bilatérale, et déclencher une ectasie cornéenne si par malheur on avait opéré ce patient. D'autres exemples, un autre cas d'un astigmatisme topographique irrégulier, donc effectivement, mais on a tout de même une image de moment plutôt inférieure au niveau topographique qui peut attirer l'attention. Néanmoins, la carte pachymétrique, elle est normale, aussi avec un point relativement peu décentré, une pachymétrie minimale aux alentours de 510 microns. Bon, effectivement, ça peut attirer l'attention, mais on peut passer tout de même, on peut éventuellement, selon l'échelle, comment régler votre appareil, éventuellement passer à côté de cet astigmatisme irrégulier. Et là, l'analyse biomécanique, qui va être franchement pathologique, aussi bien pour l'œil droit que pour l'œil gauche, va permettre de redresser le diagnostic. Et vous voyez, le TBI classe le patient dans un pronostic, si on peut dire, un résultat de test intermédiaire. Vous voyez, on est dans la zone orange. Donc ça veut dire que peut-être ce patient il n'est pas totalement récusé pour la chirurgie réfractive, néanmoins vous êtes averti qu'il y a une anomalie au niveau de la rigidité cornéenne et que peut-être ce patient, on peut lui proposer éventuellement, en fonction de la métropie, une chirurgie de surface de type PKR, pourquoi pas éventuellement coupler un cross-linking pour s'assurer de l'absence d'évolution post-opératoire de la kératométrie. Mais néanmoins, on ne passe pas à côté, en tout cas, de l'anomalie de ces cornées, en tout cas des caractéristiques inférieures, subnormales, en tout cas, chez ce patient. Un autre exemple, un astigmatisme régulier, orthogonal, oblique, par contre, avec un point le plus fin, vous voyez, un petit peu décentré, hein, en temporal inférieur. Là, par contre, l'analyse biomécanique confirme qu'on a une cornée avec une rigidité normale. La topographie est classée en intermédiaire, hein, probablement à cause de ce décentrement point le plus fin. Et au final, l'indice total, hein, l'indice le TBI, classe ce patient plutôt dans une classe de patient dans la normalité, à la limite de la zone de transition. Néanmoins, c'est très rassurant en termes d'astigmatisme, ça confirme plutôt l'existence d'un astigmatisme congénital, oblique, symétrique, et ce patient, on peut lui proposer une chirurgie beaucoup plus sereinement, plutôt une chirurgie de type LASIK dans ce type de cas. Et donc on est plutôt rassuré par rapport à l'aspect topographique grâce à l'apport de la biomécanique dans son cas. Un autre cas, donc de topographie avec un aspect asymétrique de l'astigmatisme, avec un moment inférieur, plutôt bilatéral, une carte pachymétrique plutôt satisfaisante, hein, avec un point le plus fin plutôt bien centré, et une pachymétrie minimale de 527 microns à droite, 516 microns à gauche. Donc que faire? Bon, évidemment, on n'aime pas trop avoir ce type d'image topographique. Bah là, l'analyse biomécanique confirme que ce patient est strictement normal sur le plan de la rigidité cornéenne, de la biomécanique cornéenne. La topographie est tout de même satisfaisante, et bien sûr, l'indice final, le TBI, est tout à fait rassurant, et classe ce patient plutôt dans la normalité, et donc là aussi, on peut raisonnablement proposer une chirurgie réfractive à ce patient, en tout cas sans arrière-pensée. Voilà pour les exemples cliniques en première intention, dans un cadre d'un bilan de préopératoire de chirurgie réfractive, mais souvent aussi se pose la question de la retouche réfractive, et après une chirurgie réfractive qui a été réalisée, quelles que soient les techniques, quelques années auparavant, et malheureusement on a une récidive
de la métropie, généralement l'astigmatisme, se pose la question, est-ce que je peux retoucher ce patient? Est-ce que c'est simplement une évolution de sa réfraction? Ou est-ce qu'il a une anomalie cornéenne qui fait qu'une ectasie cornéenne est en train d'apparaître? Donc ça, c'est souvent une question délicate. Et là aussi, l'analyse automatisée de la biomécanique cornéenne va vous aider. Et donc ça, c'est un autre module proposé par le logiciel du Corvis, qui s'appelle le CBI, hein, le Corneal Biomechanical Index, et LVC, LVC pour Laser Vision Correction, c'est-à-dire c'est l'indice de biomécanique cornéenne après correction de la vision par laser. C'est-à-dire que l'appareil va détecter automatiquement par le pattern topographique que le patient a déjà bénéficié d'une chirurgie réfractive, et il va moduler, il va apporter un facteur correctif à l'analyse de la biomécanique cornéenne en fonction de la technique de chirurgie réfractive qui a été réalisée. Donc là, pareil, dépiste automatiquement qu'une chirurgie réfractive a déjà été réalisée. Comme il vous le dit, post-LVC, recognized, et il va falloir simplement préciser le type de technique dont a bénéficié le patient auparavant. Est-ce qu'il s'agissait d'une PRK, d'un LASIK, d'un SMILE, ou indéterminé, hein, donc post-laser vision correction, sans que l'on sache vraiment, ou au contraire, l'appareil s'est trompé, non, il n'a jamais eu une chirurgie réfractive. Et ça va permettre de classifier le patient sur l'aspect biomécanique en post-opératoire. Voici le résultat pour ce patient, vous voyez qu'il présente un petit astigmatisme central dans la zone d'ablation myopique. Et que vous dit l'analyse biomécanique? Que ce patient a une rigidité, une biomécanique cornéenne strictement normale, en tenant compte du fait que le patient a déjà été opéré. Dans ce cas-là, il s'agissait d'un patient qui avait bénéficié d'une chirurgie par LASIK. Et là, c'est rassurant, donc ça vous fait plutôt pencher vers le fait que ce patient présente simplement une évolution de sa réfraction sans qu'il y ait de pathologie associée, de fragilité cornéenne associée sous-jacente. Alors, l'interprétation est légèrement différente, dans le sens que vous voyez qu'il n'y a pas de TBI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul d'indice des biomécaniques cornéennes associées à la topographie. Pourquoi? Parce que la topographie, forcément, est modifiée, donc l'analyse de Belin-Ambrosio, elle n'est pas valable dans le cas de ce patient qui a été opéré. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas compiler les données de la biomécanique et les données de la topographie pour arriver à cet indice final. Là, on va se baser uniquement sur le CBI, le CBI-LVC. Donc, c'est un indice de biomécanique qui a été adapté par rapport à la technique chirurgicale qu'a suivi le patient. Un autre cas d'ablation myopique avec apparition secondaire malheureusement d'un astigmatisme, beaucoup plus asymétrique que ce qu'on a eu précédemment, avec une pachymétrie qui est tout de même conservée, de l'ordre de 470 microns. Et là, l'analyse biomécanique est par contre franchement pathologique. C'est-à-dire que le patient a une altération sévère de sa biomécanique cornéenne après LASIK, même en tenant compte du fait qu'il ait bénéficié d'un LASIK quelques années auparavant. Là, l'altération biomécanique est démontrée, et bien évidemment, on ne va pas s'orienter vers une retouche réfractive, mais plutôt peut-être plutôt vers un cross-linking cornéen pour stabiliser l'évolution de cette ectasie cornéenne chez le patient. Donc oui, c'est un outil extrêmement utile pour faire la part des choses en post-opératoire lorsqu'on a un mauvais résultat visuel après une chirurgie réfractive. Et est-ce qu'il s'agit d'une erreur de correction, d'une variation de la métropie ou d'une pathologie sous-jacente qui était passée inaperçue en préopératoire? Et bien sûr qu'on ne voudrait pas aggraver avec une retouche réfractive. C'est également un outil très utile pour le dépistage, on l'a vu, mais également le suivi du kératocone. Ici, vous avez l'imagerie haute vitesse flouille qui a été réalisée et comparative sur une cornée normale et sur une cornée kératoconique, et notamment, on se rend compte de la concavité maximale qui est beaucoup plus importante chez le patient kératoconique, et il y a notamment beaucoup plus ce qu'on appelle des oscillations cornéennes lors de la déformation et du retour à la normale qui caractérise ces cornées kératoconiques. Et donc ça va être un outil très, très intéressant de suivi du kératocone, et notamment le suivi du kératocone traité. La problématique du cross-linking, de l'efficacité ou non du cross-linking, qui a été très longtemps en suspens, là vous avez un outil qui vous permet d'évaluer un patient avant, et ici, dans ce cas de ce patient, 3 mois après un cross-linking. Qu'est-ce que l'on voit? Vous avez donc les deux acquisitions, l'acquisition après cross-linking en bleu, l'acquisition pré-cross-linking en rouge, la superposition des deux, que vous pouvez animer en vidéo, et en fait, ce que l'on voit sur cette capture,
c'est que la déformation préopératoire en rouge est plus importante que la déformation post-opératoire en bleu, et notamment la concavité maximale est beaucoup plus importante. Et là, un peu à la manière du CPI, ben, vous allez compiler différents indices qui vont aboutir à cette courbe de stress, strength, une courbe de tension au stress, on va dire, en français. J'espère que ma traduction est peut-être un peu approximative, mais qui va vous permettre de répondre en fait au fait que est-ce que vous avez rigidifié la cornée après un cross-linking ou pas. Et vous voyez, c'est extrêmement simple en termes de présentation. Hein. Vous avez la courbe de résistance cornéenne post-opératoire en bleu, la courbe de résistance au stress préopératoire en rouge, et l'appareil vous dit directement, non, le patient il est plus rigide sur la deuxième acquisition post-opératoire par rapport à la première acquisition. Donc le patient présente une rigidification post-opératoire, post-crosslinking de sa cornée, et il confirme l'efficacité de votre crosslinking. Vous voyez, en 3 mois, vous avez déjà une preuve de l'efficacité de votre crosslinking. Donc le patient va être classé en trois réponses possibles, hein. Soit au contraire la cornée est plus molle, soit il n'y a pas de changement, soit au contraire le patient présente une amélioration de sa biomécanique cornéenne. C'est vraiment un outil très intéressant qui permet d'apprécier l'efficacité d'un crosslinking chez nos patients kératoconiques. Couplé au module du Pentacam du Belin ABCD Projection Display, qui est aussi un module très intuitif de suivi des patients kératoconiques, qui vous présente sous forme d'histogramme plusieurs paramètres cornéens, notamment l'élévation antérieure, l'élévation postérieure, la position du point le plus fin, et l'acuité visuelle du patient, ce qui correspond aux lettres ABCD. Et on voit ici la première consultation de ce patient pour l'élévation antérieure, l'élévation postérieure, la position du point le plus fin et l'acuité visuelle, et les différentes consultations. On s'est rendu compte qu'entre le mois de décembre 2019 et le mois d'août 2020, on a eu une aggravation sur la plupart des paramètres, aussi bien antérieur, postérieur que pachymétrique, qui a justifié l'indication du crosslinking chez ce patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, la ligne en pointillé correspond au moment où on a réalisé le crosslinking. Hein. Donc, vous pouvez positionner sur la présentation les moments où vous êtes intervenu, en termes de crosslinking ou de technique. Et on voit bien ici la régression des différents paramètres, pas encore pachymétrique, ça peut demander un petit peu plus de temps, mais en tout cas en termes d'élévation et d'acuité visuelle, on est en logmar avec des échelles d'acuité visuelle inverses, hein, donc qui traduisent l'amélioration de l'acuité visuelle du patient et des paramètres topographiques chez ce patient. Et avec des intervalles de confiance qui, en cas d'évolution, vont faire que les histogrammes vont se retrouver à l'intérieur de ces intervalles de confiance et qui vous confirment que de manière statistique, le patient évolue. Ou au contraire, n'évolue pas, si vous êtes en dehors des intervalles de confiance ou dans les intervalles verts. Donc ça, c'est un outil très intéressant. Donc quand on couple les deux, là aussi, donc l'évaluation de la rigidité cornéenne sous effort, le Stress Strain Index, ou le Belin ABCD Projection Display, vous avez des outils très utiles de suivi clinique de votre kératocone et de votre efficacité thérapeutique. C'est ça qui est très intéressant. Le Corvis, c'est également un tonomètre, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, le tonomètre, ça sert à quoi? Ça sert notamment à mesurer la pression intraoculaire et éventuellement à suivre le glaucome. Et ce que l'on sait, c'est que le glaucome, les patients glaucomateux, présentent également des anomalies de la biomécanique cornéenne. Et notamment dans certaines classes de glaucome, telles que le glaucome à pression normale. L'élasticité cornéenne, notamment, est très modifiée, ce qui peut expliquer en partie la physiopathologie de ces glaucomes à pression normale, qui présentent biomécanique altérée avec une élasticité plus importante des tissus cornéens, notamment des tissus oculaires, notamment du tissu cornéen, qui expliquerait un petit peu cet effet d'amortisseur qui neutralise, en tout cas, la pression intraoculaire de la façon dont nous la mesurons par tonométrie. Donc ça aussi, c'est un autre module qui est très intéressant dans le Corvis, parce qu'il va vous proposer une pression intraoculaire, mais corrigée par la biomécanique, par les valeurs biomécaniques de la cornée. Ce qu'on appelle la BIOP, Biomechanical Corrected Intraocular Pressure. Et cette pression intraoculaire,
elle va être ajustée en fonction de quoi? En fonction de la pachymétrie, ça on l'a sur notre tonomètre de base, mais également en fonction de l'âge du patient et en fonction des caractéristiques biomécaniques de la cornée du patient. Donc ça, bien évidemment, il n'y a que le Corvis qui peut l'analyser. Voilà l'interface de, de la BIOP, en tout cas de l'interface pour le suivi des patients glaucomateux. Vous avez la pression intraoculaire mesurée telle qu'elle par le tonomètre, et la pression intraoculaire modifiée, adaptée en fonction de ces paramètres pachymétriques, de l'âge du patient, et également des caractéristiques biomécaniques qui ont été évaluées par le Corvis sur la partie droite. Également, ça peut vous permettre d'avoir une courbe de progression de la pression intraoculaire en fonction des différentes consultations euh, qui ont été effectuées chez le patient. Et comme je disais, ben, on sait maintenant qu'il y a des anomalies biomécaniques chez les patients glaucomateux, et certains paramètres tels que la pachymétrie, facteur prognostique. On sait qu'une pachymétrie fine, c'est plutôt un facteur prédictif d'un glaucome évolutif plutôt agressif. Et que l'hystérésis, c'est-à-dire la biomécanique cornéenne, la différence entre les deux pics d'aplanation, est diminuée. Un hystérésis cornéen diminué, réduit, ça veut dire que l'élasticité des tissus est augmentée. C'est inversement proportionnel. Plus l'hystérésis est important, plus c'est rigide, comme après un cross-linking, plus l'hystérésis est abaissée, plus la cornée est élastique. Et on sait qu'un hystérésis cornéen réduit, et donc une élasticité des tissus oculaires augmentée, c'est associé à des glaucomes sévères et évolutifs. Et en fonction de ces données biomécaniques, ben, un indice biomécanique euh, de glaucome, en fait, a été développé un petit peu de façon analogue aux indices de biomécanique tels que le CBI qu'on a vu précédemment, mais là plus spécifique au glaucome. Et ce Biomécanical Glaucoma Factor, ça va se présenter un petit peu comme nos indices biomécaniques qu'on a vu tout à l'heure, ou topographiques, dans le sens que l'appareil va permettre de différencier les patients avec une biomécanique normale, a priori pas de risque particulier associé de glaucome, à des patients qui ont des anomalies de la biomécanique cornéenne qui sont volontiers associées à certains types de glaucome, tels que glaucome à pression normale. C'est-à-dire que cet indice biomécanique vous donne un facteur de risque du patient de présenter un glaucome, notamment à pression normale. Il a une élasticité cornéenne augmentée, c'est pas normal, et ça, c'est associé à un facteur de risque de glaucome, notamment à pression normale. C'est ça que ça veut dire, cet indice. Et ça peut vous permettre de screener des patients, ou en tout cas d'attirer votre attention chez certains patients, et bien sûr de confronter aux autres examens, tels que bien sûr la mesure de la pression intraoculaire, l'analyse du nerf optique, l'analyse des fibres ganglionnaires, des fibres optiques en ECT, pour effectivement dépister un véritable glaucome. Donc c'est un élément d'orientation pour dire attention, ce patient, il présente dans ce cas, lui, pas de risque particulier de glaucome à pression normale, ou au contraire, comme on l'a vu précédemment, plutôt un patient qui a un risque de développer un glaucome à pression normale. Donc bien sûr, c'est un élément isolé parmi d'autres, mais qui permet là aussi de faire du screening, de ne pas passer à côté de pathologies. Alors en pratique, l'évolution de la mécanique cornéenne, elle est au cœur de notre pratique clinique, on l'a bien vu, que ce soit aussi bien dans les bilans de pré-chirurgie réfractive, post-chirurgie réfractive, de suivi du kératocone, mais ne serait-ce que pour le glaucome. Les objectifs, c'est quoi? C'est traiter nos patients en toute sécurité. On investit 1 million d'euros dans une plateforme laser, mais souvent on hésite à s'équiper pour des sommes beaucoup moins importantes dans des éléments, pour des instruments en tout cas de diagnostic extrêmement performants, bien supérieurs à ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Donc bien sûr, en chirurgie réfractive notamment, l'idée c'est de traiter les patients en toute sécurité, ce sont des patients qui vont bien, l'idée c'est de ne pas créer de pathologie ou de ne pas déstabiliser une pathologie préexistante. Ça permet aussi ce qu'on appelle une levée de doute, c'est-à-dire des patients auparavant qu'on aurait récusés sur les critères topographiques, au contraire d'être rassurant et de leur proposer une technique éventuellement alternative, plutôt de surface, de chirurgie réfractive, mais ça permet également d'élargir le spectre des indications. Tout est question de sécurité, comme on le disait, le bilan préopératoire de chirurgie réfractive, mais bien sûr le dépistage et le suivi du kératocone qui en découle, les deux sont associés. Je vous remercie pour votre attention, et encore une fois, merci à toute l'équipe pour l'invitation. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation très, très détaillée.
On a une question pour vous. On a abordé beaucoup l'aspect clinique de la détection, garde-cône, etc. Est-ce que l'utilisation de cet instrument a modifié la relation que vous pouvez avoir avec le patient? Est-ce que ça lui a apporté quelque chose en particulier? Alors oui, c'est toujours très pédagogique en fait, hein, de lui montrer. Déjà, il se demande pourquoi on lui a envoyé un souffle d'air aussi, aussi important sur la cornée. On va lui dire, regardez, voilà ce qu'on a fait. On a filmé votre cornée avec une caméra à haute vitesse. Donc déjà, l'aspect technologique est toujours assez bluffant. Et la vidéo, c'est toujours très sympa de leur montrer parce qu'ils comprennent, ils sont même impressionnés. Ils n'imaginent pas qu'on puisse déformer autant leur cornée. Et c'est très parlant, leur dire, regardez, là, votre cornée, bon ben voilà, on est dans le vert, il n'y a aucun problème, vous avez une cornée qui est normale, ou au contraire, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cornée, vous voyez, ou là vous êtes dans le rouge parce que votre cornée, elle est trop molle, et il y a un risque chez vous de vous opérer, on pourrait créer ou déstabiliser quelque chose, et bien sûr, c'est pas souhaitable de vous opérer. Donc ça, c'est quelque chose de très pédagogique hein, en consultation. D'accord, très bien, merci. Bon, bah, cette question va conclure votre intervention et notre présentation. Je vous remercie infiniment. Pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des informations supplémentaires, je vous invite à contacter notre représentant en France qui s'appelle Emetrop, dont les coordonnées peuvent être trouvées sur notre site oculus.de. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir.